Bonjour et bienvenue dans les entretiens de la régénération. Je m'appelle Marianne Bernasconi et je m'intéresse aux pratiques et aux visions du monde qui permettent de régénérer la nature plutôt que de la détruire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Franz Go, qui a écrit un livre qui s'appelle La nature au travail, qui représente, suite à l'écriture de ce livre, la nature pour le compte du conseil d'administration de Norcis, mais on va parler. Il a aussi rejoint l'association belge Corporate Regeneration, ou Régénération, je sais pas comment on dit, qui déploie des dispositifs de représentation de la nature dans les entreprises. Et avant ça, en fait, ton sujet, pardon, c'était le travail. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment est-ce que tu es passé déjà, pourquoi le travail et comment est-ce que tu es passé de la notion de travail à la notion de nature? Waouh, bonjour Marianne, tu commences d'emblée avec une question challenging. Pour être très très précis, avant d'être spécialisé sur le travail, j'étais spécialisé sur le télétravail. Donc ce n'est pas un mauvais jeu de mots, mais il faut bien reconnaître que entre 2010 et 2020, j'étais monsieur télétravail en France, mais je viens d'un master à Sciences Po qui s'appelle Sociologie des organisations. Donc j'ai toujours été intéressé par la question de l'organisation et notamment du travail puisque c'était ma spécialisation. Et ce qui s'est passé en 2020, c'est que après avoir eu un éveil en quelque sorte sur la question écologique, dont je dois confesser qu'elle m'avait complètement passé au-dessus de la tête, hein, avant ça. 2020, je me réveille. Sur mon chemin, je rencontre les travaux de Philippe Descola. Je la fais courte, je pars en Amazonie et, euh, et c'est là que naît tout un tas de nouvelles théories dans ma tête, et notamment celles que j'expose dans La nature au travail. Mais mon premier réflexe a été de questionner le mot travail, parce que Philippe Descola m'avait aidé à questionner le mot nature. Voilà. Tu connais Philippe Descola, nous dit toujours la nature, ça n'existe pas, c'est un concept un peu problématique. Et du coup, j'ai eu envie de réfléchir à la question du travail avant de me lancer dans ce dernier bouquin dont on va parler aujourd'hui. Et long story short, j'en étais arrivé à la conclusion que le travail était une forme de religion. C'est-à-dire que avec la fin du Moyen Âge et de l'Ancien Régime, euh, on, on s'éloigne des religions traditionnelles et il faut recréer de nouvelles croyances partagées au sein des sociétés pré-industrielles, nouvellement industrielles, les sociétés démocratiques. Et le point d'orgue, le point central, la colonne vertébrale, c'est le travail et ce que d'aucuns, c'est pas moi, hein, ce que d'aucuns appellent la religion du travail. Voilà, mais c'était un essai un petit peu énervé. C'était pas très sérieux comme bouquin. Ça s'appelait Apocalypse Work. Voilà. Intéressant, effectivement, on voit que ça a remplacé beaucoup de rites, en tout cas, ça a façonné nos sociétés quelque part, donc j'arrive bien à percevoir cette notion de religion. On va se Mhm. confesser auprès de nos managers, peut-être, je sais pas. Faudrait que je lise le livre. Et si j'aimerais bien revenir à un sujet qui me passionne, peut-être plus que le travail, c'est la notion de nature. Et je voulais démarrer aussi avec une citation du chef Raoni, que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, qui nous dit: Il est temps de tous nous souvenir d'où nous venons en tant qu'êtres humains. Il est temps de tous nous rappeler que respecter la forêt, que respecter la terre de nos ancêtres, c'est respecter ce dont nous venons. Et ça rejoint bien ce que dit Philippe Descola et ce que tu viens de nous dire aussi, c'est que la nature n'existe pas, et surtout pas, en tout cas pour ces peuples, Mhm. notamment d'Amazonie, euh, qui, euh, qui sont en relation complète, hein, il n'y a pas de distinction. Mhm. Et ce que j'ai beaucoup aimé, je te disais tout à l'heure dans ton bouquin, c'est le fait que tu structures une pensée dans notre rapport à la nature qui était pour moi très éparse, et on a tout dans un livre, et que tu as structuré en trois étapes. Tu parles de l'organisme, après de l'écosystème, après de l'écoumène. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Et d'ailleurs, merci, j'ai découvert la notion d'écoumène grâce à ton livre. Moi aussi. Euh, écoute, il y a beaucoup de questions là dans ton. euh, la citation de Raoni, elle est intéressante parce que déjà, il ne dit pas nature, si je t'ai bien écouté. En revanche, il dit deux choses qui sont deux choses différentes. Il dit forêt et il dit terre de nos ancêtres. Et en anthropologie de la nature, toujours en suivant la pensée de Philippe Descola, ce sont vraiment deux philosophies de la nature très différentes. Penser forêt, c'est penser système, c'est penser écosystème.
Là où terre de nos ancêtres, c'est penser écoumène. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un écoumène? Un écoumène, c'est ce qu'on pourrait vulgairement appeler chez nous un territoire, ou plus précisément, c'est une communauté locale composée d'êtres humains et de non-humains, des pierres, des arbres, des vers de terre, mais c'est une communauté qui est pensée comme une famille, pour le dire brièvement. Et donc, terre de nos ancêtres, on est bien dans cette notion de communauté locale, familiale, qui essaye d'entretenir la bonne santé de la famille, alors que quand on dit forêt, c'est vraiment penser à un système. Et puis, il y en a une troisième, évidemment, de philosophie de la nature qui n'est pas évoquée, c'est surprenant pour quelqu'un qui vient d'Amazonie, qui est l'animisme. Et l'animisme, c'est donc une troisième façon de penser les choses qui, plutôt que de valoriser les systèmes ou les communautés locales, va valoriser chaque organisme, comme tu l'as dit tout à l'heure, chaque être vivant. Donc ça, pour moi, c'est clé. Il faut vraiment savoir de quoi on parle quand on parle de nature. Mais juste une anecdote avant de te rendre la parole. Quand je suis parti en Amazonie, donc après mon réveil, euh, j'ai réalisé un documentaire et lorsque je faisais des interviews, on parlait la lingua franca qui est en vigueur dans cette région, qui est l'espagnol. Et et c'était rigolo parce que plutôt que de dire nature, donc naturaleza en espagnol, les indigènes disaient la humanidad, ce qui veut dire l'humanité. Et, euh, et, et en fait, j'ai un peu du mal à comprendre et finalement, j'ai décidé, sans me tromper, je crois, de traduire humanidad en nature, parce que pour eux, tous les êtres vivants, je répète, les arbres, les poireaux, les maniocs, etc., sont des êtres d'une valeur équivalente aux humains. Et donc, tous sont au fond des humains, tu vois. Et donc, on appelle la nature, on appelle ça l'humanité. Tu vois, c'est intéressant. C'est vrai, ça a un côté très très englobant. Enfin, c'est hyper intéressant de voir comment il le ramène à ce que nous on considère être notre spécificité. Mais ça me fait penser évidemment à ce que disait Philippe Descola quand il va voir les Hatchoirs et qui parle de ce, cette plante de maïs, je pense, qui fait partie, qui est une relation en fait, qui fait partie intégrante de la famille. Et Ouais. avant de parler des Hatchoirs, je voulais juste revenir, Chef Raoni, en fait, c'est de ma faute, j'ai coupé sa citation en deux, parce Mm. que je voulais, la première partie, c'était mon introduction, et du coup, ça fait un suspense, mais on retrouve la troisième composante qui manquait, que je voulais amener en conclusion. Donc, Oh, elle était voilà. bien présente. J'ai coupé sa parole en deux, en fait. Mm. Alors justement, donc tu pars en Amazonie et tu vas à la rencontre de ces personnes en fait qui vivent un autre rapport avec la nature. Donc pour revenir sur les Achuars, je reprends ce que tu dis dans ton livre. Tu dis qu'en fait eux, ils sont dans une modération de la prédation, ils sont dans une sous-exploitation systématique des ressources et ils ont un temps de travail qui n'excède jamais 3 heures. Est-ce que ça Oui. serait possible pour nous de fonctionner comme ça? Alors, petite précision, si d'aventure Philippe Descola ou autre nous a écouté, je ne suis pas allé chez les Achuars, je suis allé dans d'autres tribus voisines, on va dire, majoritairement animistes. Et sans rentrer trop dans les détails, mais on a différentes façons de penser l'animisme et les Achuars, pour le coup, sont ultra prédateurs. Pour rappel, les Achuars, c'est ceux qui allaient couper les têtes des tribus voisines pour les rétrécir. Et certains en envoyaient, pour ceux qui ont lu Gaston Lagaffe, on envoyait par carton à Gaston Lagaffe qui en recevait dans les BD. Donc les Achuars sont pas forcément le meilleur exemple mais dans d'autres collectifs animistes, effectivement, on est dans une modération et si je souligne le fait que le temps de travail n'excède jamais euh, ou très rarement 3 heures, parce qu'évidemment ça varie en fonction des saisons, c'est bien parce que pour faire le lien avec ce qu'on a dit en introduction, euh, le travail n'est pas un concept universel. Dans certaines tribus, la notion même de travail n'existe pas. Le terme travail n'existe pas, ou alors il va signifier des choses différentes. Prendre soin de la communauté, danser, se peigner, se chercher l'époux, ça peut relever du travail si le concept existe. Et c'est très différent de la façon qu'on a d'appréhender les choses. Et pour moi, c'est important parce que c'est là où je dis, nous avons une religion du travail, et c'est une religion du travail qui en plus ne valorise que le travail destructeur. C'est-à-dire, plus ton travail est destructeur, eh bien plus tu auras une belle rémunération. On peut faire un rapprochement
un petit peu maladroit peut-être, mais avec la défense. Là où le travail du soin, ce qu'on fait dans les hôpitaux, ce qu'on fait dans l'univers associatif, ce qu'on fait dans l'univers écolo, eh bien c'est un travail qui est mal, voire peu rémunéré, alors que c'est lui qui a la plus grande valeur. Et donc c'est pour ça que pour moi le concept de travail, il n'est pas anodin. Il faut il faut l'interroger. Et je crois deviner que tu as lu le livre jusqu'au bout, Marianne, et tu sais que l'épilogue du bouquin, bah, je reviens encore une fois, comme une obsession sur cette question du travail et sur peut-être ce qu'il faudrait faire au fond pour sauver la planète ou changer notre rapport à la nature, c'est repenser le travail et la façon qu'on a l'ériger en religion. Et d'ailleurs, ce que tu décris bien aussi, c'est le fait que finalement, ce qui nous amène à tout détruire, c'est une idée. Notre Mm. rapport à qu'est-ce que le travail, enfin, non, à ce qu'est le travail, et aussi notre idée de notre scission avec la nature, et une idée qu'est-ce que c'est, enfin, l'idée en fait qui est notre fil conducteur en tant que civilisation, c'est notre culture. Donc là, attention à Mm. la grande question qui arrive, cette Aïe, culture aïe, aïe, destructrice, aïe. comment on la change? Ouais, ouais, c'est pas facile. Ce qui est étonnant dans l'histoire de l'humanité, parce que avant d'être sociologue des organisations, j'étais historien. Ce qui est étonnant, c'est que parfois l'histoire bascule, parfois une civilisation bascule. Alors, on retient souvent la date du Grand Soir, d'accord, du 14 juillet 1789. Mais évidemment, ce sont des phénomènes qui se préparent, qui mijotent, qui fermentent dans la société, chez les intellectuels. Euh, le changement, je ne suis pas certain qu'on puisse le décider. Mais quand on voit fermenter tout un tas de nouvelles idées, et c'est exactement ce que j'essaye de faire, c'est d'aller encore plus loin que vont mes contemporains occidentaux, on va dire. Bah, j'essaye de contribuer à ce mouvement de fermentation de nouvelles idées pour créer un nouveau système. Et puis, la bascule arrivera sans doute un jour ou l'autre. Mais il y a une autre méthode aussi que je trouve intéressante, c'est que entre deux extrêmes, on n'est pas forcément obligé d'imaginer un grand soir au bénéfice de l'un et au détriment de l'ancien monde. Et cet exemple, enfin, pour donner un exemple, on peut regarder sur la question des droits de la nature. Je trouve ça quand même assez intéressant et inspirant de voir que le cœur du système dans lequel on vit, c'est juridiquement, c'est la summa divisio. Hein. C'est ça qui, d'un côté, dit que les êtres humains sont des êtres sacrés, dotés de droits, et que de l'autre côté, tout ce qui n'est pas humain, le poireau, la pierre, la rivière, eh bien, ce sont des choses, des matières relevant du droit de usus fructus abusus, la propriété. Donc c'est ça qui structure fondamentalement notre pensée. Et c'est intéressant de voir que sans passer par l'étape de bascule révolutionnaire, on voit malgré tout l'émergence de droits de la nature. Alors c'est pas grand-chose, mais on voit ici un fleuve qui est doté de personnalité juridique, là une forêt ou un glacier. Donc il y a peut-être aussi une troisième voie qui est la voie du compromis, même si quand on ouvre les journaux au quotidien, c'est pas cette voie-là qui se dessine malheureusement. Et d'ailleurs, je trouve ça très intéressant de voir ce fleuve en Australie. Ah non, là, j'ai un doute. Je sais plus si c'est Nouvelle-Zélande ou Australie. Il me semble que c'est en Australie où finalement c'est comme si c'était le fleuve qui nous embauchait, Ouais. c'est le fleuve qui nous donne un travail et on Mm. rejoint cette notion du soin et du care puisque finalement ça valorise un travail de prendre soin de ce fleuve, Mm. éventuellement utiliser les fruits de ce fleuve, mais toujours dans cette notion de respect. Mm. Et je trouve qu'on d'ailleurs on pourrait reprendre la notion de raison d'être des entreprises à mission et se dire voilà notre entreprise c'est ce fleuve et on est dans une raison d'être très claire d'en prendre Mm. soin. Ouais, j'adore ce scénario. C'est marrant que tu commences. C'est le dernier scénario du Ouais. bouquin. Et j'avoue, c'est mon préféré. Hein. Mais ce qui est d'intéressant pour faire le lien avec le droit, c'est que, tu sais, le sujet des droits de la nature est très à la mode et on répète souvent, enfin, c'est pas qu'on répète, c'est que les progrès sont souvent constitués sur le fait que des entités naturelles, donc un fleuve, une forêt, deviennent des sujets de droit. Mais sujet de droit, c'est un concept juridique qui n'est pas totalement opérant. Pour être opérant,
il faut pas uniquement être un sujet de droit, il faut être une personne juridique. C'est en étant une personne juridique que je vais pouvoir m'enregistrer auprès de l'administration, ouvrir un compte en banque, lancer une action en justice, ce que ne me permet pas le statut un peu plus conceptuel de sujet de droit. Et donc, en fait, tous les progrès en matière de droit de la nature, c'est basé sur ça, sujet de droit, un peu conceptuel. Et le seul fleuve, en tout cas au moment où j'ai écrit le bouquin, le seul entité naturelle qui était devenu un cran plus loin, personne juridique, c'était ce fleuve néo-zélandais qu'on appelle le Wanganui. Et mieux encore, ce fleuve a récupéré la propriété de son corps. Parce que, ma chère Marianne, si je te dis, tu es un sujet de droit et une personne juridique, mais que ton corps ne t'appartient pas, que ton corps appartient à des trafiquants d'organes ou autres, bon, t'auras beau être personne juridique, ça t'avance pas grand-chose si t'as pas la propriété de ton corps. Donc c'est pour ça que pour moi, le Wanganui est le fleuve le plus inspirant. Et effectivement, pardon pour ce point de technique juridique, mais ce fleuve, maintenant qu'il est personne juridique, eh bien, il peut faire comme toute autre personne juridique. Il peut acheter des actions en bourse, il peut acheter des terres, il peut embaucher des humains. Il a un compte en banque, tu vois. Et donc, effectivement, la dernière proposition que je formule dans le bouquin, c'est de se dire, bah, au fond, la nature, ce serait, si vraiment on veut inverser le rapport, tu vois, entre humain et non humain, aujourd'hui on est ultra dominant et supérieur, si on va jusqu'au bout de cette logique, eh bien, on inverse les choses et la nature, c'est notre patron. Plutôt que d'avoir un actionnaire en Floride ou une société enregistrée au registre du Luxembourg, mettons les fleuves, tu vois, c'est Et d'ailleurs, il y a une notion de réancrage dans un territoire. Il y a cette idée de refaire presque famille quelque part avec ce qui est autour de nous et d'être dans une logique beaucoup plus locale finalement que ce que tu viens de citer où on est complètement certes globalisé et on perd pied finalement. On se rend pas compte de tout ce qu'on détruit. C'est ça, on est désencastré et c'est tout le principe de cette modernité, hein, avec son lot de révolutions politiques, industrielles, qui a été c'est ce que dit Karl Polanyi, de se désencastrer. Et aujourd'hui, on essaye de se réencastrer. Alors, ça peut passer par le chemin de l'écoumène et de la famille localisée, qu'on a évoqué tout à l'heure et qui est le cas hein, du Wanganui néo-zélandais. Mais la tendance est plutôt par chez nous de se réencastrer autrement et de se réencastrer en évoquant les 9 limites planétaires. En disant on peut pas tout faire, on peut pas faire. Donc c'est une forme de compromis. C'est un premier pas que je trouve nettement insuffisant, évidemment, mais qui déjà pose aux acteurs économiques que nous sommes, entreprises ou consommateurs, pose un certain nombre de limites, voilà, à ce désencastrement et à cette consommation exacerbée des ressources planétaires. Et, donc il y a plusieurs pistes finalement. On vient d'aborder donc les neuf limites. Il y a pourquoi pas donner cette responsabilité quelque part à un écoumène, à un fleuve d'être notre patron comme tu l'as dit. Et il y a une autre porte, hein, un chemin que tu as exploré et que tu concrétises, qui est de représenter la nature au conseil d'administration d'une entreprise. Et la grande Tout à question, fait. d'ailleurs, c'est ce que tu explores tout au long du livre, mais c'est finalement la grande question, c'est comment est-ce qu'on représente la nature? Ouais, et c'est important de le souligner. Parce que je voulais justement ajouter que tous les scénarios que je propose, et là on en explore un, mais le bouquin, on invite les auditeurs évidemment à aller explorer les autres scénarios, mais tous les scénarios que je propose sont faisables juridiquement. Ça, c'est le premier point. Et cette faisabilité s'est incarnée effectivement dans le cas de l'entreprise Norcis. Euh, donc tu as déjà interrogé Sylvain Brezard récemment, donc on va pas répéter tout ce qui a déjà été dit. Simplement rappeler aux auditeurs que chez Norcis, effectivement, la nature est devenue actionnaire euh, par l'intermédiaire d'une fondation qui détient 10% du capital. Cette fondation, du coup, est représentée par moi, voilà, qui joue le rôle de Monsieur Nature. Monsieur Nature, qui dispose donc d'un droit de vote au conseil d'administration et, c'est pas négligeable, d'un droit de veto sur les grandes décisions stratégiques de l'entreprise. Soyons clairs, c'est une première
j'ose les mots, Sylvain, le patron n'a pas osé le dire, mais moi j'ose les mots. Dans l'histoire de la modernité, c'est une première. Depuis 1789, c'est la première fois que la nature récupère un peu de pouvoir et même beaucoup de pouvoir. Donc je suis très fier de cette initiative partagée avec Sylvain. Maintenant, comment faire? Comment faire? Au-delà du détail juridique, bah, je dois confesser que c'est pas facile. C'est pas facile parce que euh, moi, je suis certes un élément de la nature, mais je ne suis pas la nature dans son intégralité. Ça pose la question de c'est quoi la nature, en fait? De quoi on parle exactement? Qu'est-ce que je représente? Tu vois, un représentant en politique, un élu politique, il a une base, tu vois, qui a voté pour un député. Moi, il n'y a personne qui a voté pour moi. J'ai pas de poireaux qui ont choisi, tu vois, Franz Go versus Bernard Tapie, tu vois. Je suis content d'avoir gagné l'élection face à Bernard Tapie, mais trêve de plaisanterie, donc ça pose tout un tas de questions, tantôt philosophiques, tantôt éthiques, à l'heure de savoir qu'est-ce que je représente, et on peut creuser ces sujets-là si on en a le temps, Marianne. Qu'est-ce que je représente? Euh, Est-ce que j'exerce mon droit de veto ou pas? Tout en sachant que c'est bien beau de protéger la nature, mais en face, il y a quand même 800 salariés. Donc, tu vois, les vétos que je vais peut-être exercer vont avoir des conséquences, non pas seulement sur 800 salariés, mais aussi sur 800 familles, tu vois. Donc, tout un tas de questions difficiles, mais bon, voilà, c'est une première dans l'histoire, donc il faut bien se confronter à ces questions. Et en fait, la question que ça m'inspire, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de réponses quand même dans le livre, hein, mais la question que je me pose en ce moment, c'est quel est le rôle de l'entreprise? Toi, tu écris dans le livre, les entreprises jouent le rôle de médiateur entre humains et non humains, et auquel on a délégué nos besoins de se nourrir, se vêtir, se loger, se soigner. Donc, Ouais. est-ce que ça serait aux entreprises, de par ce rôle-là, d'avoir un impact, d'inviter la nature au board et de faire finalement, de contribuer à cette bascule? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Parce que effectivement, moi, je m'inscris pas dans la lignée des ultra critiques de l'entreprise pour la raison que tu viens de citer, qui est que, en fait, sans les entreprises, on serait complètement à la rue. Parce qu'on leur a délégué, voilà, tout. Avant, on faisait tout à la maison, on cultivait son terrain, on tondait les moutons pour se faire des pulls. Maintenant, on a tout délégué. Donc, on a besoin des entreprises, pas jusqu'à un certain stade. Euh, mais à l'inverse, c'est une question qui me taraude, qui est de dire, mais si on responsabilise trop l'entreprise, on peut arriver dans des scénarios très, très dystopiques. C'est-à-dire que si demain, l'entreprise devient le véritable porteur de l'intérêt général, de la protection des humains, de la nature, voilà, tous les slogans publicitaires qu'on peut entendre ici ou là, eh bien, en fait, c'est problématique parce qu'une entreprise, ça met la clé sous la porte. Donc, l'intérêt général, qu'est-ce qu'il devient quand l'entreprise met la clé sous la porte ou simplement quand l'entreprise déménage parce que les coûts de production sont moins chers en Chine qu'en France, que devient l'intérêt général? Donc, tu vois, pour moi, de tout faire porter à l'entreprise, c'est extrêmement problématique. Mais force est de reconnaître que les États ne jouent pas leur rôle, ou de moins en moins jouent leur rôle à incarner et à porter l'intérêt général. Donc pour moi, ça c'est un sujet qu'il faut vraiment considérer avec beaucoup de mesures et de philosophie, si j'ose dire, avant de trop s'embarquer là-dedans. Hmm. Et de toute façon, on le voit, on a, comme tu disais, c'est une première, on expérimente, il n'y a pas de réponse ferme, de boîte à outils, tout est vraiment en cours d'exploration et de construction. Euh, En tout cas, il y a des entreprises qui s'engagent et des entreprises qui ont des dirigeants qui sont visionnaires, qui sont dans cette notion de bien commun. C'est eux que j'essaie d'interviewer et je vois qu'il y a vraiment cette intégrité, cette authenticité dans la Mm. démarche. Donc pour ces personnes-là qui voudraient faire comme Narcisse par exemple et se dire bah, tiens, j'aimerais donner une voix à la nature, je pense qu'il y en a déjà d'autres qui le font de manière informelle. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de notre logique anthropocentrée? Comme tu disais tout à l'heure, tu fais partie de la nature, mais tu ne représentes pas sa totalité. Donc comment est-ce qu'on peut prendre des décisions, s'inspirer, lui donner une voix? Peut-être une ou quelques pistes, même sans toutes les Ah. balayer.
C'est une énorme question. Je suis embêté parce que je vais devoir choisir que répondre à cette question. Euh, Premièrement, dire que je suis très agréablement surpris après 4 ans de traversée du désert, parce que ce bouquin m'a pris 4 ans. Depuis que Norcis a fait son coming out, j'ai beaucoup d'entreprises qui me contactent en disant on adore, on veut faire pareil, et notamment pas mal d'entreprises qui me disent on est prêt à partager nous aussi le capital de notre entreprise. Et ce qui est pas simple pour une entreprise, une PME, tu vois, ça demande beaucoup de frais juridiques, de réflexion, c'est un peu touchy. Donc du coup, par exemple, un outil que je suis en train de créer, c'est une fondation qui va pouvoir prendre des participations dans des entreprises X, Y, Z, et du coup positionner des représentants de la nature au conseil d'administration de ces différentes sociétés. Et au passage, financer un peu, évidemment, la restauration de la nature par le versement de dividendes. Donc ça, c'est un outil qui existe, mais c'est toujours le scénario le plus ambitieux. Donc il y a tout un tas d'autres possibles, et notamment l'outil qu'ont développé mes collègues belges. Mes collègues belges ont développé un outil beaucoup plus light dans la mise en œuvre, qui consiste à installer un comité de régénération auprès des directeurs, des dirigeants d'entreprise. Et donc, mais je crois que tu vas parler peut-être bientôt avec, donc je m'avance pas plus sur le sujet. Tu peux, tu peux. Mais, oh, mais après, tu poses il y a une autre, donc des outils, il en existe. En tout cas, avec mes collègues de Corporate Régénération, on a développé ces différents outils que je viens d'évoquer pour assez facilement passer à l'action. Mais la question de fond que tu évoquais, c'est quand même, est-ce que ça permet de sortir de l'anthropocentrisme? Bah, ça dépend des cas. Et ça dépend surtout de comment on définit la nature. C'est ma rengaine, hein, c'est mon obsession, mais si tu définis la nature de façon très amazonienne, si tu vois, si tu représentes les poireaux, les arbres, les maniocs au comité d'administration de Norcis, alors là, oui, on sort de l'anthropocentrisme habituel. Mais chez Norcis, ce n'est pas ça que je représente. Je ne représente pas les arbres ni le manioc. Je représente une conception plus classique de la nature. Voilà. Mais est-ce qu'on peut... Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais si on prend... Alors, je vais quand même te pousser un peu plus dans cette direction. Si on Vas-y. pense à des PME qui voudraient avoir une représentation bah, justement plus dans cette philosophie amazonienne, comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre finalement pour se dire... alors, peut-être le manioc, on est un peu éloigné, surtout pour une PME française, mais si on veut, je sais pas, moi je suis du sud-est, je suis entourée d'oliviers. Ouais, ok. Si on Bah, veut, en fait, ouais. ouais, c'est une bonne question. Si on veut respecter chaque être vivant qui va intervenir dans le processus de production de mon entreprise, on va arrêter de le considérer comme un esclave ou comme de la matière première. Mais c'est là où c'est pas possible chez Norcis, parce que Norcis est une entreprise de services numériques. Donc Norcis ne manipule pas des poulets ou des arbres, vois-tu. Mais si je suis, bah voilà, exploitant agricole. euh, En fait, aujourd'hui, ouais, la situation, c'est vraiment des poulets, par exemple, qui sont envoyés dans des broyeuses, parfois vivants, pour faire des nuggets. C'est même plus des esclaves, tu vois, c'est vraiment de la matière organique qui souffre, évidemment. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, moi, ce que je propose, c'est de considérer que tous ces êtres vivants qui interviennent dans le processus de travail ou de production, on essaye de les considérer non plus comme des esclaves, mais comme des salariés. Et on n'a pas encore vu beaucoup d'initiatives en la matière dans le monde de l'entreprise, mais par contre, dans le monde des collectivités territoriales, on a des initiatives intéressantes. Alors, c'est très animaliste comme approche, donc il faudrait quand même se poser la question de comment on fait pour les végétaux, mais avec les animaux, tu vois, les chiens policiers de Nottingham au Royaume-Uni, qui ont une sécurité sociale, qui ont un petit salaire, qui ont des vacances, à la mairie de Bordeaux. Francis Fétoux, représentant du vivant, qui fait en sorte que les chevaux travaillant pour la municipalité disposent d'une forme de droit du travail, tout doucement. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir incarner une philosophie animiste des choses au travail. Mais je te dis, c'est très animaliste notre façon de prendre le sujet.
parce qu'on a une sensibilité envers la souffrance des animaux, le cri du caniche, comme disent certains, là où moi je pense qu'il faut aussi prendre soin des végétaux. Mhm. Parce qu'on aura beau se préoccuper du sort des animaux, ça pèse pour 0,03% de la biomasse. C'est pas ça qui va permettre de sauver le monde ou la planète. C'est les 99% restants de la biomasse qu'il faut aussi bien traiter. Mais est-on prêt à donner un salaire à un arbre pour les cerises qu'il nous produit? Est-on prêt à donner des vacances aux poireaux? Tu vois, voilà, ça reste work in progress. Et en même temps, aujourd'hui, j'avais vu passer l'info qu'en Chine, comme il y a plus, dans certains endroits, il n'y a plus d'abeilles, c'est les humains qui se mettent à faire la pollinisation à Mm. la main. Quelque part, on est dans cette relation de travail potentiellement de plus en plus. Euh, C'est Comme marrant que tu... tu cites Ouais. ouais, cet exemple-là parce que j'en parle pas dans mon livre parce que les résultats étaient pas encore bien stabilisés, mais il y a des chercheurs qui essayent d'évaluer combien, combien ça pèse économiquement le travail des abeilles pour la pollinisation. Et à l'échelle d'un petit territoire, ça se chiffre en millions, dizaines de millions. Et donc, à l'échelle d'un grand pays, enfin, ça se chiffre à des chiffres faramineux. Et donc, tu vois, c'est intéressant parce qu'on fait travailler gratuitement les abeilles, et en plus de ça, on n'en prend même pas soin. Tu vois, on les extermine. Est-ce qu'il ne faut pas changer cette relation de travail complètement toxique qu'on a avec les abeilles? Point d'interrogation. Hmm. Et pas que. Ouais. Effectivement. On arrive à la fin de cet entretien. Je crois que tu vas avoir un symposium, c'est ça? Oui, Symposium très bientôt. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots pour les personnes qui sont à Paris? Ça peut l'intéresser d'y ouais. participer. Ou quelque part sur l'Eurostar, puisque Paris est bien connecté, mais effectivement, le 13 février après-midi, dans un lieu prestigieux qu'est le Palais de Tokyo, avec des sponsors prestigieux tels que l'OFB, tels que Bicorp, et j'en passe, nous organisons un grand symposium, c'est-à-dire une réunion des grands acteurs qui font progresser le sujet dont on a parlé aujourd'hui. Donc, le sujet étant représenter la nature dans la gouvernance d'entreprise. Et donc, on aura Nord6, par exemple, qui viendra prendre la parole. On aura aussi Printemps écologique, parce que Printemps écologique, ils œuvrent à une meilleure reconnaissance de la nature au travail. On aura aussi Veolia, parce que figure-toi que Veolia était très précurseur sur cette question dès 2021. Et puis, évidemment, mes collègues de Corporate Régénération qui seront là. Donc, l'événement est gratuit. Euh, voilà, dépêchez-vous de vous inscrire parce que je crois qu'on atteint bientôt la Ah, jauge maximale des inscrits et ce serait une journée très enrichissante parce qu'en plus il y aura des ateliers pour permettre de devenir soi-même voix de la nature et que tout le ah, monde excellent. voilà, éprouve les difficultés dont je parlais tout à l'heure. Hmm. Effectivement, ça a l'air d'être une exploration qui nous met dans la pratique. Et en plus, si tu Mm. dis que vous êtes en train d'atteindre la jauge, c'est plutôt un bon signe, ça fait plaisir à entendre. Mm. Ça intéresse du Et il monde. reste encore des places. Tu Il es la reste encore. bienvenue d'ailleurs, Marianne, si tu viens à Paris. Merci beaucoup, Franz. Pour conclure, je voulais terminer sur la deuxième partie du coup de la situation de Raoni, hein. Finalement, c'était peut-être un peu malheureux le fait de la couper puisque j'ai coupé par rapport aux trois aspects que tu as mentionnés. Donc, il continue sa citation, Raoni, en disant que les Blancs peu à peu changent de mentalité, qu'ils cessent de penser au profit, qu'ils peuvent tirer de la destruction de la forêt pour comprendre qu'elle est un être vivant, comme vous, comme moi, et alors nous pourrons continuer de vivre auprès d'elle, nous pourrons continuer d'apprendre d'elle, de nous soigner grâce à elle. Alors nous pourrons à notre tour la soigner, alors les choses pourront changer. Et je trouve finalement que ça conclut pas mal ce que tu as dit. Vas-y, Si je peux vas-y. ajouter un truc, c'est que il dit les blancs changent peu à peu, mais il faut aussi reconnaître que les indigènes changent peu à peu au contact avec les blancs. Et Raoni en fait partie, je trouve, parce que tu vois là, la citation qui est très belle et inspirante à maints égards, en fait, elle n'est pas totalement fidèle aux ontologies et aux pratiques qui sont sur le terrain. Et c'est pas pour dire du mal, mais c'est parce que en fait, c'est un processus qui est bien étudié pour que les indigènes puissent attirer l'attention des blancs-becs que nous sommes, pour reprendre. En fait, ils sont obligés de transformer leur message.
Parce que aller parler du manioc ou du poireau à des Parisiens, ça marche pas. Par contre, aller parler de la forêt, tu vois, Mm. aller parler de, c'est des choses. Mais du coup, dans cette opération de marketing, hein, Ouais. il faut le dire, ça a été étudié de transformation du message. Bah, c'est aussi une transformation peu à peu parfois de la philosophie sur le terrain. Et ça, j'espère qu'ils sauront maîtriser cet écueil. Mm. Effectivement, il y a forcément une influence Mhm, c'est de ça. part et d'autre. Mais on arrive à la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Franz. La prochaine fois, je recevrai Lara Scarlett Gervais qui va nous parler de patrimoine, hein, d'héritage culturel et comment ça peut nous rassembler, puisque je parle à la fois de régénération de la terre, l'environnement, notre rapport à la nature, mais ça me semble très important aussi de voir la régénération des liens sociaux, et notamment avec les jeunes générations. Euh, et bien, sur ce, à bientôt et merci beaucoup. Merci. Merci à toi, Marianne. Au revoir, tout le monde.